Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le projet de ligne de fret ferroviaire qui doit passer dans le Val d'Oise fait toujours polémique. Alors que la commission d'enquête publique a rendu un avis favorable cet été, la région Île-de-France a décidé de se désengager du projet. De nouveaux groupes scolaires à l'étude à Pontoise pour faire face à l'augmentation de la population. La ville lance plusieurs projets de construction d'établissements scolaires pour accueillir les 10 000 nouveaux pontoisiens qui sont attendus dans les 10 prochaines années. Et puis une idée de sortie pour ce week-end et profiter du beau temps, une balade originale en canoë sur l'Epte, une petite rivière du Vexin entre faune et flore, un parcours très nature et familial à découvrir en fin de journal. La bataille continue autour du projet de ligne de fret ferroviaire qui doit relier la Normandie à l'Île-de-France en passant par le Val d'Oise. Durant l'été, les nombreux opposants ont appris que la commission d'enquête publique rendait un avis favorable. Mais ce mercredi, la région Île-de-France, l'un des possibles financeurs, a décidé de ne pas soutenir le projet. Les explications de Florian Philippe. En mars 2016, 600 personnes avaient défilé à Pontoise pour dire non au projet de ligne de fret ferroviaire à l'occasion de l'enquête publique. Quelques mois plus tard, la commission d'enquête a pourtant rendu un avis favorable à ce programme mené par SNCF Réseau. Il doit faire passer 25 trains de fret chaque jour sur la ligne J dans le Val d'Oise. Dans son rapport, la commission estime le projet utile. La commission considère qu'il y a un intérêt certain à la réalisation des travaux de modernisation de la ligne Serqueux-Gisors. L'un des arguments des opposants au projet est les perturbations sur la ligne J déjà saturée, un argument balayé par la commission. La ligne J n'aura pas à souffrir de l'arrivée du fret, les trains de marchandises circulant en dehors des heures de pointe, du matin et du soir. La régularité du trafic ne sera pas affectée et les voyageurs bénéficieront de l'ensemble des travaux d'aménagement garantissant un meilleur confort et une meilleure qualité de service, donc une utilité publique. Autre crainte, le bruit. Là encore, la commission estime que des dispositions suffisantes sont prises. La commission considère que le maître d'ouvrage, même s'il n'a pas apporté dans l'immédiat toutes les réponses attendues par le public, s'est engagé fermement à faire procéder à toutes les vérifications, les mesures et relevés acoustiques aux droits des immeubles d'habitation construits à ce jour de manière à impacter le moins possible la qualité de vie des riverains. La commission émet toutefois 2 réserves, dont une demandant de prendre en considération dans l'étude acoustique l'ensemble de la ligne au titre des effets directs. Et les opposants au projet sont décidés à se battre. Je vous rappelle que nous avions remis un rapport que nous avions fait avec les élus en colère vis-à-vis de ce projet-là qui avait été fait par le cabinet Bleu-Lepage. Bon, malgré ça, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la poursuite de ce dossier-là. Bon, j'ai rencontré mes collègues élus et le collectif. Sachez que nous allons continuer à nous réunir et reprendre contact avec le cabinet Bleu-Lepage pour poursuivre la procédure, pour stopper ce projet. Bonne nouvelle pour les opposants, ils ont reçu récemment un soutien de poids. La région Île-de-France s'est désengagée, elle ne financera pas les travaux sur cette ligne. La bataille continue donc autour de ce projet de fret dont la mise en service doit avoir lieu en 2019. En bref, maintenant, le détenu soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche 2 surveillants de la prison d'Osny dimanche dernier a été mis en examen jeudi soir pour tentative d'assassinat terroriste. Le détenu a expliqué qu'il voulait passer à l'acte au nom de Daesh. La garde à vue a en revanche été levée pour 3 autres détenus. C'est une étape obligée pour les communes, anticiper les besoins en équipement public avec l'arrivée de nouvelles populations. C'est la tâche à laquelle s'emploie depuis plusieurs mois désormais la ville de Pontoise. Avec la construction du nouveau quartier Bossu, la municipalité prépare l'implantation de nouveaux groupes scolaires pour accueillir les enfants. En effet, pas moins de 10 000 nouveaux pontoisiens sont attendus dans les 10 prochaines années. Je vous propose d'écouter à ce sujet Anne Fromenteil, c'est l'adjointe au maire de Pontoise en charge des affaires scolaires, au micro de Florian Philippe. C'est un petit peu un jeu de domino, on va dire. C'est-à-dire que là, sur le quartier du Parc aux Charrettes, il va y avoir le collège qui est existant, qui va être construit, en tout cas qui va être un nouveau collège qui va être construit sur Pontoise. Donc, le collège actuel du Parc aux Charrettes va déménager.
Du coup, on va probablement pendant quelques temps récupérer quelques classes pour pouvoir permettre une augmentation un petit peu, le temps que la CCI se construise et qui sera à la rentrée prévue normalement en 2019. Et puis, il va y avoir également la déconstruction et la reconstruction à terme de l'école de Markovic Ludovic Piet. Et ça, c'est une grosse école et ça va se faire probablement en 2 temps. Ce week-end à Cergy, n'oubliez pas le grand rendez-vous du spectacle de rue, samedi et dimanche avec le festival Cergissois. Au programme 50 compagnies professionnelles pour 150 représentations qui se dérouleront dans le parc de la préfecture. 40 000 personnes sont attendues pour ce festival des arts de la rue et à noter que tous ces spectacles sont gratuits. Et puis une dernière idée de sortie pour ce week-end, et puis profiter du beau temps, optez pour une balade originale en canoë sur l'Epte, une petite rivière du Vexin entre faune et flore classée, un parcours très nature et familial que nous présente Florian Philippe. On va chercher loin devant, hop, je vais chercher loin devant, je plante ma pagaie complètement et je tire tout énergiquement fort jusqu'à moi. Dernier conseil avant de prendre l'eau, ces scouts s'apprêtent à descendre l'Epte à canoë. Cette rivière, affluent de la Seine, marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France. Vous commencez juste à tourner ou on s'attend juste un peu plus bas. Vous descendez pas, hein. Cette descente est organisée par l'entreprise Canoepte, basée à Saint-Clair-sur-Epte. La traversée de 8 km dure entre 1h30 et 2h. Le cadre est naturel et sauvage. Cette rivière, la particularité, c'est que toutes les berges sont privées. Donc il y a beaucoup de champs, beaucoup de jardins, donc c'est très calme. Et les zones sont classées Natura 2000. Donc c'est une charte européenne qui consiste à conserver et préserver les espaces animaux et végétaux. Du coup, il y a beaucoup d'espèces très intéressantes comme la libellule bleue ou les hérons et des plantes très différentes. Donc ce calme et cette richesse de surprise sur cette rivière, petite, étroite. Mais il y a des petits virages bien rapides, des petites chutes qui ressembleraient à l'Ardèche. Donc c'est un moment soit 1h30, soit 2h, soit les 2 parcours sur la journée. À coups de pagaie, les paysages défilent. La balade est plutôt calme, mais attention aux petits pièges. Freinez un peu le bateau, freinez le bateau. Pas d'inquiétude toutefois, l'Epte n'est pas une rivière agitée. Pour progresser en toute sécurité, il suffit simplement de quelques notions de base. C'est une rivière qui est de classe 1, donc avec des remous qui sont relativement faibles et peu de zones dangereuses ou accidentogènes. Donc n'importe qui peut pratiquer à une seule condition, c'est déjà de savoir nager. Donc ça c'est une condition, la condition sine qua non pour pouvoir pratiquer le kayak comme toute activité nautique. Point d'orgue du parcours, une petite cascade riche en sensations. La balade est accessible dès 7 ans accompagnée d'un adulte. Un deuxième parcours plus complexe et plus long est également proposé pour les plus aguerris. Canoepte est ouvert toute l'année, un bon moyen de découvrir la nature entre Val d'Oise et Normandie. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La bataille continue autour du projet de ligne de fret ferroviaire qui doit relier la Normandie à l'Île-de-France en passant par le Val d'Oise. Durant l'été, les nombreux opposants ont appris que la commission d'enquête publique rendait un avis favorable. Mais ce mercredi, la région Île-de-France, l'un des possibles financeurs, a décidé de ne pas soutenir le projet. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À bientôt. Bien à l'abri dans son écrin de verdure, le pavillon chinois de l'Isle-Adam veille sur la ville depuis plus de 200 ans. Ce pavillon en forme de pagode a été édifié par un riche héritier d'une dynastie de financiers et de mécènes, Pierre-Jacques Bergeret. En 1778, il achète le domaine de Cassan, une immense propriété comprenant un château sur une île, des étangs, des prairies et des marécages. Aidé par son ami le peintre Fragonard, Bergeret transforme le château,
crée un parc à l'anglaise et fait construire le pavillon. D'inspiration chinoise, il reflète les goûts de son époque. En cette fin du XVIIIe siècle, la Chine fascine l'Occident. La mode est alors à la construction de fabriques chinoises. Une fabrique, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une architecture en miniature qui orne un parc. C'est une promenade qu'on doit faire dans le parc. Et au milieu de cette promenade, on rencontre des architectures, des différents bâtiments qui nous permettent de nous reposer, de philosopher, de réfléchir, de se retrouver dans des lieux tout à fait différents. Ça nous permet de voyager au sein d'un domaine. À l'origine, le pavillon chinois n'est qu'un élément du parc imaginé par Pierre-Jacques Bergeret. Plus d'une quinzaine d'autres fabriques plus imposantes étaient prévues. Pris dans la tourmente de la Révolution française, Bergeret ne pourra achever son projet. Le pavillon chinois sera la seule fabrique qui verra le jour. Construit sur une base en pierre, servant de déversoir à l'étang, le petit pavillon en bois n'en reste pas moins une invitation au voyage. Nous sommes ici dans la partie supérieure du pavillon chinois et là on entre vraiment dans ce qu'on peut appeler les chinoiseries, donc vraiment en Chine. Toute la partie supérieure est en bois. Toutes les clochettes qui ornent le bâtiment tout autour sont elles aussi en bois. Elles sont là pour éloigner les mauvais esprits, ainsi que les lions-dragons que nous avons de part et d'autre des entrées du pavillon. En 1803, Pierre-Jacques Bergeret revend son domaine. Au fil des décennies, 2 nouveaux châteaux verront le jour, mais les bombardements alliés de 1944 sonneront le glas du domaine qui tombe dans l'oubli. En 1971, la ville de l'Isle-Adam rachète le pavillon et le restaure pendant 4 ans. Il a été inauguré en 1975 et ensuite laissé en libre accès. Et malheureusement, il a été détruit, abîmé. Et il faudra attendre 2008 pour avoir une nouvelle campagne de restauration. Et à partir de 2008, il sera fermé au public et ouvert sur visite guidée. Classé monument historique en 1965, le pavillon chinois de l'Isle-Adam est l'une des 4 dernières fabriques du XVIIIe siècle réalisées en France. Le hérisson, comme chez lui, dans la ville de Saint-Prix, la ville très investie dans l'écologie s'engage pour cette espèce protégée, victime de prédateurs et du trafic routier. En Europe, on estimerait le nombre de morts sur la route à 700 000 par an. Depuis un an, les Saint-Priciens et habitants des alentours sont priés de ramener les hérissons trouvés mal en point pour qu'ils soient pris en charge. Les habitants qui ramassent des hérissons accidentés ou bourrés de tiques nous appellent. Et nous les dirigeons justement vers Faune-Alfort, qui les soigne. Après, donc ils sont soignés pendant 3 semaines, 1 mois. Une fois remis sur pied, c'est ici qu'ils reviennent. Sur ce terrain municipal, 3 enclos ont été installés. Pendant quelques semaines, des bénévoles prendront le relais pour assurer une remise en liberté progressive, comme Carole, sensible à la cause animale, qui vient tous les jours. On vient le matin, donc à tour de rôle. On est chargé de voir si tout va bien, s'ils mangent bien. Donc on aura une pesée quotidienne. Et puis voilà, donc ça va durer à peu près une quinzaine de jours. Après, on va les relâcher, voir comment ils se débrouillent tout seuls. Jusqu'au jour où malheureusement on ne les verra plus, signe que pour eux tout va bien. Aujourd'hui, ils sont 3 à se partager cet enclos. Depuis un an, l'initiative a permis de relâcher 16 hérissons dans la nature.